Nous sommes donc réunis dans le webinaire Café Auto-organisation consacré à la co-construction de la politique salariale. Et on vient de le voir avec ce petit jeu du millionnaire. Parler salaire, c'est un sujet sensible. On n'en a pas toujours forcément conscience. Il est difficile, voire impossible, de connaître le salaire de son voisin, de son collègue, même de ses amis ou même dans sa propre famille. Et du coup, c'est nous ce qu'on trouvait intéressant, c'est de vous partager pourquoi en fait ce rapport à l'argent est si tabou, pourquoi le fait de parler d'argent c'est si tabou et en quoi c'est très franco-français. Parce que pour s'intéresser à ce sujet, c'est important d'aller comprendre aussi ce qui se joue dans notre inconscient collectif. Alors pour cela, il y a vraiment un ouvrage de sociologie de référence sur lequel on s'est beaucoup plongé, qui est celui de Janine Mossus-Lavaux, qui date de 2007 et qui s'appelle L'argent et nous. Il y a l'ouvrage et il y a aussi beaucoup d'émissions autour de cet ouvrage, d'interviews de cette sociologue, qui démontre et explique en quoi il s'agit d'un héritage socioculturel français qui façonne notre inconscient collectif, qui fait que c'est un vrai tabou en France pour trois raisons, un triple héritage. Le premier, c'est le passé paysan de notre pays. On a tous l'image en tête des agriculteurs qui cachent leur économie dans leur bas de laine ou sous leur matelas, ou etc. Parce que tout ce qui entoure l'argent est secret. Donc ça vient vraiment de cette dimension du passé paysan. Il y a aussi une deuxième dimension, et pas des moindres, qui est la culture catholique. La culture catholique, c'est une religion qui a toujours été tournée vers la notion de charité et donc vers les pauvres aux dépens des riches, donc toujours avec l'idée en tout cas forte que la richesse ostentatoire n'est pas bien vue. Et puis enfin, il y a la troisième dimension qui est celle de l'héritage du marxisme qui condamne le profit. Et on va dire ces trois dimensions qui, vous en conviendrez, sont assez différentes, assez opposées, ne concernent pas forcément les mêmes personnes, en fait, ont comme pétri un héritage franco-français très hostile, enfin très rendant la parole sur l'argent excessivement difficile et délicate. Ça s'oppose, et je pense que vous en avez déjà conscience, mais on voulait vous le repartager de façon encore plus claire, à une culture anglo-saxonne qui, elle, est en tout point différente. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, on est sur une culture fondée sur le protestantisme. Bon, pour ceux qui, là aussi, sont familiers de la sociologie, on a le grand ouvrage de Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui décrypte bien cela. Il y a une relation très décomplexée à l'argent, qui se traduit y compris dans des capacités à interroger quelqu'un qu'on rencontre sur avec combien tu vaux, toi, tu gagnes combien, qui serait quelque chose de totalement mal vu, malvenu en France et qui est assez courant dans les pays anglo-saxons. Et puis, il faut évidemment aussi faire le lien avec l'absence d'État-providence dans ces pays, qui fait que quand on cotise toute sa vie pour sa santé, pour sa retraite, avec des systèmes de capitalisation et pas de solidarité, forcément, on a un rapport à l'argent qui, du coup, est très décomplexé sur le papier et qui, en tout cas, est au cœur d'une forme de publicité avec ses proches et avec soi. En contrepoint, là aussi, on va vite, mais intéressant en tout cas, de considérer le modèle suédois dans lequel, alors je ne parle pas suédois couramment, donc je vous laisserai lire à votre façon ce terme qui consiste le principe de transparence en suédois, là, qui est un mot très 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 long que vous avez sous les yeux. Dans ce modèle suédois, vraiment la transparence est considérée comme un ingrédient fondateur du contrat social. C'est vraiment la base de la confiance entre les individus. Et il y a un lien très fort entre la transparence des salaires, la transparence de la démocratie, et donc la capacité à avoir ce droit de regard public, c'est-à-dire que tout citoyen, sans avoir à le justifier, peut demander à connaître le salaire de son voisin, etc., en allant consulter par ce droit de transparence. Et ça fonde un autre rapport à la confiance et au contrat social. Alors, justement, si on veut essayer de sortir de ce tabou et libérer la parole, c'est quoi les enjeux de libérer la parole sur l'argent? En fait, il y a vraiment un enjeu de questionner l'ordre établi. Parce que ce qui a été montré Joséphine, vous expliquez à l'instant, vous parlez à l'instant de l'index d'égalité professionnelle, euh, l'index d'égalité professionnelle qui oblige les entreprises de plus de 50 salariés à publier les écarts de salaire, etc. Et donc mettre de la transparence sur ce sujet. À partir du moment où l'entreprise met en place un index d'égalité professionnelle, mécaniquement, les inégalités salariales entre hommes et femmes en particulier se réduisent. La transparence, il faut bien le comprendre, est un vecteur de plus grande de moindre inégalité salariale. Donc, il y a vraiment un enjeu, on va dire, sociétal à libérer la parole sur l'argent pour faire bouger des inégalités structurelles implicites.
On peut continuer justement en parlant de cette transparence salariale. Il y a une vraie évolution des mentalités qui est en marche. Ça ne vous étonnera pas de vous dire qu'on n'a jamais autant parlé de transparence salariale en France. En tout cas, on entend régulièrement des témoignages d'entreprises qui sont passées à la transparence salariale, etc. Et à la fois, c'est intéressant parce que c'est un domaine éminemment paradoxal. Pourquoi c'est paradoxal? Ben, déjà parce que nous sommes, nous autres, paradoxaux. C'est-à-dire que 8 Français sur 10, une enquête de 2018, disent être pour la transparence des salaires, mais quand on leur demande derrière, mais vous, seriez-vous prêt à partager votre salaire avec vos proches, vos collègues, etc., tout d'un coup, ouf, non, pas vraiment. Donc il y a vraiment un paradoxe lié au fait que, en théorie, on trouve ça bien, mais on n'a pas envie soi-même de se confronter à ça ou de devoir livrer cette question-là. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il y a des évolutions notables. L'évolution de la loi Pacte, loi que vous connaissez sans doute, qui a créé le statut d'entreprise à mission. Dans cette loi Pacte, il y a notamment une obligation à ce que les grandes entreprises publient un relevé des écarts entre la rémunération des dirigeants et les salaires moyens et médians des employés en équivalent temps plein. On est sur des premières étapes de transparence, en tout cas sur la volonté d'aller plus loin dans cette optique de réduire les inégalités salariales considérées comme injustes. Et puis un petit focus sur un site plateforme que vous connaissez peut-être ou pas du tout, qui s'appelle Glassdoor, né aux États-Unis en 2007 et qui est, y compris en Europe et en France, en très forte croissance. Les chercheurs en sciences humaines et sociales parlent de glace-dorisation du sujet, puisque en fait, une plateforme dans laquelle tout un chacun est invité à publier son salaire, etc., en citant l'organisation, l'entreprise, les fonctions, et qui vise justement à briser ces tabous de la négociation à l'embauche très opaque. Et donc, ça ouvre une brèche assez intéressante et aussi qui pose pas mal de questions avec la logique du name and shame, de la façon dont, en fait, la transparence salariale devient aujourd'hui, pour un certain nombre d'entreprises, un argument de marque employeur et d'attractivité des talents pour justement faire face à cette tendance très lourde de vouloir briser le tabou d'un certain nombre de salariés. De quoi parle-t-on sur la politique salariale? Ça me permet de préciser évidemment qu'au fil de l'eau, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et Joséphine ou Martin les relèveront et nous pourrons y répondre au fil de la présentation ou avec celle de Lucie. Évidemment, important de se faire un petit point quand même de définition. Alors, nous ne sommes pas là dans un webinaire de juristes, vous l'avez bien compris. Néanmoins, il faut quand même se préciser quelques éléments clés de distinction entre salaire et rémunération notamment. Donc, la définition du salaire, ben, c'est la contrepartie du travail fourni. C'est aussi la contrepartie d'un lien de subordination par le contrat de travail. C'est mentionné dans le contrat de travail. Et puis, on distingue dans le salaire, ben, le salaire de base, qui est une somme fixe, qui est fixée de façon périodique, et puis des majorations qui sont prévues par la loi ou dans les accords collectifs. On a bien un cadrage très fort par le Code du travail, évidemment, et on a différentes modalités de fixation. La plupart du temps, le salaire est fondé sur le temps de travail, mais ça peut être aussi au forfait ou au rendement. Ce qui est important, en tout cas, dans les éléments de respect du Code du travail qu'on vous a mis ici, c'est qu'évidemment, nous sommes dans un champ très réglementé, et bien heureusement, avec le respect du salaire minimum, on l'a mentionné tout à l'heure, les minima conventionnels, donc ce que fixe la convention collective de chaque entreprise, et puis des éléments qui, en tout cas, viennent déjà, enfin, on est sur un sujet où la brique de base, c'est de bien connaître le socle du Code du travail, ou en tout cas se faire accompagner là-dessus pour évidemment ne pas trahir les droits sociaux et ne pas travestir les droits sociaux des salariés. Si on continue, la rémunération, bah, par rapport au salaire, ça englobe le salaire, pardon, et ça va bien au-delà. Bien au-delà parce que on englobe évidemment dans la rémunération des avantages en nature. Alors aujourd'hui, pas seulement la voiture de fonction, de plus en plus le vélo de fonction ou en tout cas des primes vélo, des primes gratification. C'est la partie de l'intéressement au capital, au résultat de la participation au capital, les chèques vacances, etc. Mais aussi toute une série on va dire, d'éléments plus innovants, plus récents et qui aujourd'hui font vraiment partie de ce qu'on appelle le pacte de rémunération. On peut parler de la semaine de 4 jours. On peut parler évidemment de tout ce qui est relatif à la charte de télétravail et beaucoup d'autres sujets, comme par exemple la possibilité de prendre des congés sans solde dans des entreprises. Donc, ce que rémunère le salaire, pour résumer et se repartager aussi des éléments un peu fondateurs,
C'est la contrepartie du lien de subordination par le contrat de travail. Et ça pose forcément toute une série de questions liées. Est-ce qu'en fait on rémunère le poste de travail, donc la complexité des tâches accomplies, ou la façon d'occuper le poste de travail, ou le potentiel d'évolution de l'individu? On voit bien que quand on ouvre cette boîte de Pandore, il y a énormément de questions qui se posent, que c'est aussi une boîte de Pandore dans le sens où le salaire représente une marque de reconnaissance de l'organisation à l'égard des salariés et donc du coup une marque de reconnaissance sociale. On se définit beaucoup par la valeur de son salaire dans la reconnaissance et dans l'utilité sociale qu'on pense avoir et la confiance dans cette utilité. Et puis on peut aussi parler de revenu social qui est plutôt la capacité du salaire à répondre à des besoins, à constituer pardon, un pouvoir de consommation et de reproduction de la force de travail. Si l'on continue sur quelques concepts clés avant de rentrer à comment au juste on élabore, on co-construit une politique salariale, on voulait avec Joséphine vous apporter quelques éclairages. On a des concepts qui gravitent autour de la politique salariale que sont l'équité, l'égalité, la transparence et la justice salariale. Alors en quelques mots, équité, égalité, gros sujet, évidemment sur pas mal de champs et pas mal de champs de notre société. Sur la question du salaire, égalité, donner à chacun la même chose. Concrètement, c'est quoi? C'est un salaire unique. C'est une modalité de détermination des salaires qui a beaucoup de sens dans un certain nombre d'organisations, qui a aussi beaucoup de limites. En tout cas, ces avantages, ils sont nombreux. Pour ne citer que les principaux, bah, déjà une simplicité réelle, un climat d'équivalence que cela crée entre les différentes fonctions et rôles dans l'organisation. Et puis, c'est aussi très documenté, ça favorise la polyvalence des tâches et l'entraide. Lorsqu'on gagne le même salaire, qu'on soit RAF, responsable de production, magasinier ou autre, bah ça encourage à ce que quand l'un ou l'autre a un pépin, etc., l'un ou l'autre prenne le relais parce qu'il n'y a pas voilà, ça favorise ce climat de polyvalence et d'entraide. Des inconvénients, il y en a un certain nombre aussi. C'est difficilement compatible avec une croissance de l'équipe, parce qu'à partir du moment où on spécialise les tâches, ça devient plus délicat. Pour recruter des métiers en tension avec un salaire unique, ça peut être aussi plus difficile. Et puis, il peut y avoir un risque, une sorte de sentiment d'injustice lié au fait que ça ne valorise pas l'implication, l'engagement dans le travail. Alors, du coup, face à l'égalité, on recourt souvent plutôt à des modèles d'équité. Alors, l'équité, définir l'équité, c'est pas simple, parce que l'équité, c'est globalement ça renvoie à la notion de justice, donnée à chacun en fonction de critères justes, entre guillemets, prédéfinis. Donc toute la question est comment on définit ces critères. Au nom de quels critères on peut justifier des inégalités salariales. Donc ça nécessite, et c'est tout l'objet de ce webinaire, d'être co-construit, ces critères. Il y en a un certain nombre et on y viendra après avec l'expérience et puis le témoignage de Lucie. La transparence, on en a déjà un peu parlé. Il y a différents niveaux de transparence. La transparence complète, telle qu'on vous l'a, c'est vraiment le tableur Excel accessible à tous et à toutes, y compris dans des entreprises de très grande taille, avec l'ensemble des salaires à la virgule près de tout le monde. Ça peut être des expériences dans une entreprise lyonnaise qu'on connaît bien, qui va plutôt être dans la transparence avec un nuage de points. Le salaire de chacun est représenté dans un nuage de points et donc on peut se positionner et comprendre où est-ce qu'on est par rapport aux autres. Ça peut être la transparence liée aux écarts de salaire, afficher le salaire médian de l'entreprise, etc. Donc il y a une granularité. Moi, j'aime beaucoup citer l'exemple du groupe Thermador, qui est un grand groupe isérois de 700 salariés, qui est basé à Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère, qui, depuis de longues dates, a mis en place la transparence salariale comme le socle de son contrat managérial. Comme pour eux, c'est la façon de créer un climat de confiance qui se traduit partout dans le reste de l'organisation et d'être un garde-fou réel. Je vais essayer d'accélérer peut-être un petit peu Joséphine. Les avantages d'une politique de transparence des salaires, je pense les avoir nommés, réduire les inégalités salariales, améliorer la confiance, fidéliser les talents et réduire les discriminations. Sur la question de la justice salariale, c'est un sujet de philosophie économique et de philosophie politique absolument passionnant. Nous nous permettons de partager ici une ressource d'un enseignant-chercheur lyonnais avec lequel nous compagnons nous compagnonnons, je ne sais pas comment conjuguer ce verbe, depuis un certain nombre de temps. Baptiste Milondo, ce livre qui s'appelle Ce que nos salaires disent de nous. C'est intéressant de s'interroger finalement, de questionner nos représentations sociales propres à chacun et la hiérarchie sociale des métiers et de la valeur que nous n'interrogeons plus, car ce n'est pas un sujet qui est mis au débat public. Et ça pose la question de tous les critères par avant
qui justifie les écarts de salaire et que l'on considère en fait par la force des choses, bah, la longueur des études, ah, c'est un critère qui doit déterminer le, le nombre d'années d'expérience. C'est qu'en fait, ce que nous invite à faire ce chercheur en économie, c'est à re-questionner l'ensemble de ces critères en posant le postulat que ils sont tous questionnables et qu'on peut, en tout cas, qu'on doit s'interroger là-dessus pour fonder notre contrat social. Et je vais donc finir par cette petite diapo, les grandes étapes de co-construction d'une politique salariale. Euh, Nous, on en identifie quatre grandes. Lucie Lebrun va nous partager son témoignage. Ce qui est important dans une première étape, c'est de partager des intentions. À quoi ça sert? Pourquoi on fait ce travail de co-construire une politique salariale ensemble? Qu'est-ce qu'on vise lié à notre entreprise, notre secteur? C'est quoi nos objectifs à nous? C'est fondamental, ce n'est pas un sujet technico-technique, c'est un sujet éminemment stratégique et organisationnel et politique, dans le sens noble du terme. Il y a une deuxième étape qui pour nous est fondamentale, c'est le travail sur les représentations individuelles. On ne peut pas aborder ce sujet en rentrant directement dans les critères d'une grille si on ne prend pas le temps, avec différentes modalités, de venir questionner les représentations de chacun et visions du monde pour libérer la parole sur un sujet qui est tabou depuis des millénaires dans notre société. Enfin, peut-être des centaines d'années plutôt. Et ensuite, la troisième étape, c'est vraiment d'être dans une démarche participative cadrée, avec un calendrier des jalons clairs, qui décide de quoi, à quel moment. Et puis enfin, une étape de mise en œuvre et de suivi ajustement, puisqu'on est sur un sujet sur lequel c'est important de faire aussi des boucles rétroactives et de pouvoir être en capacité de faire évoluer des choses au fil de l'eau. Et je finis vraiment avec cette diapositive. Quelle modalité de détermination du salaire? Nous, on en identifie quatre grandes. On modélise ça comme ça. La négociation individuelle gré à gré. J'arrive dans une entreprise, il n'y a pas forcément de cadre prédéfini autre que le droit du travail. Et c'est à qui négociera mieux son salaire à l'arrivée. Le salaire unique, j'en ai déjà parlé. La grille salariale, qui est donc une recherche d'équité avec des critères aussi divers que variés selon les grilles. Et l'autodétermination des salaires, qui est peut-être la modalité plus innovante, plus originale, adaptée à des organisations avec une très forte maturité du collectif, qui est un processus qui s'appuie sur l'expression des besoins et souhaits de chacun individuellement, avec un processus de gouvernance partagée et de codécision à la fin sur les salaires. Ça pourrait faire l'objet en tant que tel d'un webinaire, on ne va pas le développer plus avant ici. Ce que je propose, c'est de donner sans transition la parole à notre chère Lucie Lebrun. Lucie, tu es responsable administrative et financière et responsable des ressources humaines aux manettes d'une société publique locale qui s'appelle Bois Énergie Renouvelable, basée à Lorient. Vous avez 33 collectivités territoriales actionnaires, donc c'est une société privée à actionnariat public. Vous avez été créé en 2019 et vous avez 16 salariés. Et Lucie, tu as piloté la co-construction d'une politique salariale et tu as un retour d'expérience riche à nous partager. Merci. Et peut-être, Lucie, si tu veux bien, on te pose quelques questions, mais n'hésitez pas, les participants, si vous voulez en poser, à les écrire dans le chat également. Et du coup, pour te passer la parole, Lucie, on avait envie de te demander déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir ce chantier, quoi, ce chantier de la politique salariale? C'était quoi les facteurs qui ont fait que vous vous êtes dit c'est le bon moment, c'est pourquoi en fait? Euh, Bonjour à tous et toutes et merci pour votre invitation. C'était très intéressant. Merci pour la première partie. Pour la SPL, ce qui a déclenché le lancement de cette réflexion collective sur la politique salariale, c'est le fait qu'alors déjà, on n'a pas de convention collective, donc on n'avait pas de cadre prédéfini autour de ces questions de rémunération et de salaire de manière générale. Et puis, on est une société un peu particulière parce que donc on est une société publique locale, donc nos actionnaires sont que des collectivités. Et on a un certain nombre comment dire, de transfuges des collectivités territoriales qui sont des personnes en détachement ou mises à disposition des collectivités. Donc on avait des statuts un peu variés, ce qui fait qu'on se retrouvait avec, au moment où on a lancé la réflexion sur la politique de rémunération, on était à peine une douzaine de salariés avec des situations très, très, très variées et une situation qui commençait à être un peu inconfortable déjà en interne sans même penser aux questions de développement. Et puis, on est aussi une société qui s'est développée relativement rapidement, parce qu'on est passé de 0 à 16 salariés en un peu plus de 4 ans. Et donc, on a ressenti le besoin de pouvoir se projeter dans des recrutements de manière sereine, de pouvoir attirer aussi des compétences, y compris des compétences techniques
dont on a besoin et voilà, qu'il faut pouvoir attirer sur notre territoire et fidéliser en fait. Donc il fallait qu'on ait un cadre à proposer. Enfin, en tout cas, on ressentait ce besoin-là. Et puis de donner des perspectives aux personnes qui étaient déjà là, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on était un peu à un moment charnière en fait où c'était le bon moment. Peut-être avant, ça aurait été un peu tôt. Et à ce moment-là, c'était le bon moment pour lancer cette réflexion. Hmm. Et si Et tu devais, pardon, si tu devais nous citer peut-être les ingrédients ou les choses un peu indispensables que vous avez identifiées pour vous lancer là-dedans. bah, très, très vite, on s'est dit que ça allait forcément prendre une tournure un peu collective parce que c'est notre façon de faire depuis le début de la SPL. On a été accompagné notamment par Résilience sur justement la structuration et un travail un peu horizontal enfin, voilà, au global sur la SPL. Donc c'était un peu dans notre ADN dès le début d'imaginer que ça allait pas se faire par deux personnes dans un bureau, mais plutôt de manière collective. Et très vite, on s'est dit aussi que nous, on n'avait pas les compétences et on n'avait pas le recul nécessaire pour pouvoir se lancer tout seul et qu'on avait besoin d'être accompagné par des personnes dont c'est le travail et qui savent bien le faire. Et on a effectivement été extrêmement bien accompagnés par deux consultantes sur ce sujet-là tout au long du projet. Ok. Et du coup, ce projet, vous êtes passé par des phases bien précises. Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas? Est-ce que tu veux nous en dire plus un peu sur les différentes étapes que vous avez Oui, traversées? je peux. Alors, ça a Oui. duré à peu près 6 mois, je pense, entre le début, enfin la première réunion et puis la fin. Sachant qu'avant, donc, on avait fait une petite consultation pour trouver donc, les deux consultantes avec qui on a travaillé. Il nous semblait important d'avoir des personnes avec qui on travaille en présentiel. Même si ça ne nous dérange pas en général d'être en distanciel, c'est vrai que là, on est, comme tu disais, Jeanne, sur des sujets qui sont quand même hyper sensibles, qui viennent chercher les gens à des endroits hyper différents pour chacun, qu'en plus on touche aussi à des questions organisationnelles et des sujets qui sont parfois un petit peu enfouis ou oubliés, et puis forcément qui ressurgissent à l'occasion de cette réflexion sur la politique salariale. Donc, être accompagné en vrai, c'était hyper important et à l'avoir vécu, je confirme que c'était le bon choix, enfin, je pense. Après les différentes étapes, il y a donc, les personnes avec qui on a travaillé, on a formé un petit comité de pilotage dès le début, on était quatre. Et les personnes avec qui on a travaillé nous ont aidés à réfléchir dès le début sur les différentes étapes par lesquelles on allait passer et quelle étape on souhaitait ou elle nous conseillait de réaliser en collectif, quelle étape était plutôt en comité de pilotage, à quel moment on allait passer par de l'individuel. Donc la première chose, ça a été de déterminer le calendrier qu'on voit, que vous voyez à l'écran, auquel on s'est tenu et qu'on a, comment dire, euh, mis à jour, même s'il n'a pas beaucoup changé, à chaque réunion, que ce soit des réunions en comité de pilotage ou en collectif, ce qui fait qu'on pouvait toujours savoir où on en était dans l'évolution de cette politique de rémunération. Et en gros, les très grandes étapes, si je fais très vite parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps, mais c'est la première, ça a été de déterminer les caractéristiques, quel sens on voulait donner à cette politique de rémunération. Ça, c'était une étape vraiment collective. Ensuite, ça a été de rentrer. Donc là, il y a une phase un peu individuelle où les consultantes sont allées réaliser des entretiens individuels avec chacun des salariés et chacune des salariés pour voir comment ils se sentaient à l'aise avec ces caractéristiques qui avaient été établies collectivement, euh, quelles attentes il et elle avaient dans cette future politique de rémunération, quelles appréhensions ils pouvaient aussi avoir. La deuxième étape, ça a été d'aller très concrètement, de définir des critères de classification, puisque nous, on s'est basé plutôt donc, dans le système équité qui a été présenté tout à l'heure. Et donc, on a établi notre grille de cotation. Et puis, donc, concrètement, donc ça a été un travail collectif et puis en comité de pilotage, un travail sur les périphériques, sur tous les périphériques qu'il y a autour de la politique de rémunération et sur la mise à jour de ces... Parce qu'avoir une politique de rémunération, c'est bien, mais il faut qu'elle vive. Donc, on a aussi imaginé la façon dont elle allait vivre, comment, qui décidait quoi, comment elle pouvait évoluer, etc. Voilà. Ok, super, merci. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a des éléments un peu saillants de cette démarche que tu aurais envie de nous exposer? Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, des discussions clés qui ont animé vos débats?
Qu'est-ce qui est ressorti en fait de ça? Peut-être que vous Oui, aviez peut-être anticipé? les points un peu particuliers. Alors, j'ai pas beaucoup Ouais. d'expérience en fait d'autres types de politique d'orientation, donc je sais pas en quoi c'est particulier ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a eu beaucoup de discussions autour de, parce que peut-être juste les grands, ce qui est ressorti, les grands sujets, donc des caractéristiques de notre politique de rémunération, c'est tout ce qui est autour de l'engagement, l'implication, la transparence et l'accessibilité, le fait que ça puisse être compris facilement, voilà, cette politique de rémunération et qu'elle soit équilibrée. Donc, pour nous, équilibrée, ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire, il y avait une notion d'équité entre les salariés, mais il y avait aussi, et ça s'est ressorti dans le collectif, une équilibrée, ça voulait dire, il fallait pas que ça vienne déséquilibrer les enjeux économiques de la société. En fait, il y avait une vraie, enfin, un vrai intérêt de tout le monde pour dire, bah, on va pas non plus décider des trucs qui mettraient en danger en fait la société. Et il fallait qu'elle puisse être évolutive, qu'elle puisse tracer des perspectives. Donc ça, c'est ce qui avait été décidé collectivement. Et donc, on a eu des grosses discussions autour. Les premières, ça a été autour de comment valoriser. Est-ce que l'engagement et l'implication, c'est individuel ou collectif, ou est-ce que c'est les deux? Et est-ce que la politique de rémunération doit refléter un engagement individuel ou un engagement collectif, ou les deux? Et finalement, on a choisi de ne pas rémunérer l'engagement individuel, euh, mais ça a fait l'objet de beaucoup de discussions. Un autre sujet a été autour de l'indexation des salaires sur des questions d'inflation notamment. En fait, ce qui est pratiqué parfois, c'est une indexation des salaires partielle ou totale sur l'inflation, mais du coup, c'est une façon de faire qui creuse les écarts entre les plus hauts et les plus bas salaires. Et c'est quelque chose qu'on ne voulait pas faire et en même temps choisir une façon de faire qui était uniquement forfaitaire. De fait, et mathématiquement, ça resserre à l'inverse les salaires entre les plus hauts et les plus bas salaires. Et donc, on a finalement choisi collectivement de faire quelque chose entre les deux avec une partie forfaitaire et une partie proportionnelle au salaire. Enfin, voilà. Par exemple, deux des sujets qui ont pu faire l'objet d'échanges collectifs et sur lesquels on a tranché un moment. Et c'est pas facile parce qu'on n'est pas toujours tous d'accord, mais Hmm. Et sur ce que ça a donné par rapport, enfin aussi dans les grands éléments que tu nous as partagés, il y a cette grille de cotation et ouais. il y avait les éléments périphériques de salaire. Est-ce que tu veux les commenter Ouais, oui, brièvement? avec plaisir. Donc, la grille de cotation, donc l'objectif d'une grille, c'est de pouvoir, sur la base bah, d'une fiche de poste ou d'une fiche avec des redevabilités, en fonction de comment on est organisé, coter donc le poste. Donc, là, ça, on l'a répété très souvent parce que c'est pareil, on cote pas les personnes, on cote les postes. Et c'est vraiment important, là encore une fois, d'être accompagné pour remettre de la perspective là-dedans, de dire on ne juge pas les personnes. Voilà. Donc là, on cote les postes. Et donc, on a identifié collectivement six critères, dont un qui n'est pas coté actuellement, qui est la polyvalence, parce qu'on s'est rendu compte que comme on était une petite entreprise, en fait, on était tous très polyvalents. Donc, aujourd'hui, ça n'avait pas de sens. Peut-être que ça en aura un jour. Donc, la technicité, l'impact. Donc, quand on parle d'impact, on dit l'impact que des décisions prises par la personne sur la société, l'autonomie, la communication au sens d'échange en interne et en externe, et management ou coopération. Et pour et donc sur 5 niveaux, et pour chacune des cellules, on a essayé de faire l'effort ça c'est le travail le plus difficile, je trouve, enfin le plus difficile. C'est pas simple en tout cas, de caractériser par une phrase qui la plus précise possible de ce que ça signifiait être que le poste soit coté dans cette case ou cette case. Donc voilà. Et donc ça, c'est une grille de cotation sur les critères qui a été travaillée collectivement et sur la rédaction qui a été travaillée en comité de pilotage et puis en plus petit comité encore entre RH et puis les consultantes. Voilà. Et sur les périphériques, ça c'est un atelier qui a été collectif uniquement. Donc on a d'abord avec un système d'atelier que vous devez connaître un peu qui ressemble aux ateliers de résilience, travailler sur un atelier pour lister l'ensemble, comprendre et lister l'ensemble des périphériques qui pouvaient exister. Il y en a plein, effectivement. Et ensuite, collectivement, chacun a pu s'exprimer sur ce qui lui semblait le plus important pour lui, mais on n'avait pas un nombre, enfin, on pouvait choisir que 3 périphériques, on ne pouvait pas tout choisir.
Et c'est effectivement ce qui a été choisi à la fin. Donc, par exemple, on n'avait pas de jour enfant malade ou aidant. Et donc, c'est quelque chose qu'on a ajouté aujourd'hui à notre accord collectif. Donc, on a des jours rémunérés. C'est un global enfant malade aidant. On a une prime qui n'existait pas. C'est pas un 13e mois, mais pareil, qu'on a partagé collectivement. Et une prime d'encadrement d'apprentis qui a été mise en place suite à cet atelier sur les périphériques. Merci beaucoup, ça donne vraiment envie de te poser encore plein de questions, mais le temps file. J'ai peut-être une dernière question avant qu'on bascule en sous-groupe. Si tu devais nous donner un conseil, là, par rapport à ça. Bah, le plus important, en tout cas de notre point de vue, ça a été d'être accompagné vraiment par des personnes qui ont à la fois été euh, hyper pro dans le sens où c'est leur métier, elles connaissent bien voilà, les questions de rémunération, voilà. Et à la fois, elles nous ont soutenus dans le fait de tenir le calendrier, tenir les ateliers collectifs. Et vraiment, sans accompagnement, on n'aurait pas réussi à sortir cette politique de rémunération. Et aujourd'hui, elle fonctionne. Du coup, elle a été votée en conseil d'administration en septembre l'année dernière. On a déjà recruté depuis. Et je sais que bah, justement, j'en parlais hier avec un de mes collègues qui a été recruté depuis. Il me dit, mais pour moi, c'était un argument de venir. J'ai baissé mon salaire, mais je suis hyper content d'arriver dans une société où je sais où je mets les pieds, je sais où on va. Donc, c'est presque un argument de recrutement, en fait. En tout cas, c'est un plus. Génial. Vraiment un grand merci, Lucie, pour ce témoignage. Je t'en prie, je vous en Euh, prie.